Salut tout le monde, voici la capsule 12.1 de votre cours de programmation orienté objet. Aujourd'hui, une petite notion pas très compliquée à comprendre, le clonage d'objets. Donc, on a vu jusqu'à maintenant, évidemment, le constructeur de copie qui nous permettait de créer un objet à partir d'un autre objet. Là où on a de temps en temps des problèmes, ou du moins des questions à se poser, c'est lorsqu'un objet contient un attribut d'un autre objet. Donc, dans un cas de composition, par exemple, un bulletin qui contient un tableau de notes. Lorsqu'on veut copier l'objet, on a vu deux façons de faire de la copie, soit la copie de profondeur, le deep copy, soit la copie en surface, le shallow copy. La différence entre les deux, c'est simple, c'est tout simplement que lorsqu'on copie en profondeur, on crée des copies des objets en attributs. Donc, on s'assure de ne pas avoir des objets qui réfèrent tous les deux à un même objet. Par exemple, je vous montre à l'écran le petit graphique suivant tiré des notes de cours. Donc, si on a un objet, par exemple bêta, qui contient un attribut de classe alpha, l'objet de classe alpha qui est à l'intérieur, disons, dans notre design, à l'intérieur de l'objet bêta, en fait, ce qu'on a à l'intérieur de l'objet bêta, c'est une référence à un objet alpha qui est placé ailleurs. Puis cet objet-là a un attribut primitif, disons un entier, qui contient 10. Lorsqu'on fait la copie shallow, donc la copie de surface de cet objet-là, on va copier, bêta va devenir bêta prime, puis lui va contenir le même attribut, donc la référence va être copiée, puisque lorsqu'on copie un objet, en fait, ce qu'on copie, c'est la référence, et on va avoir deux références au même objet alpha. Donc, évidemment, c'est rarement ce qu'on veut. D'un côté, c'est plus rapide, mais de l'autre, par contre, là, on a un objet qui peut modifier son objet interne et ça modifie l'objet interne de l'autre, puis c'est pas nécessairement une bonne chose. Évidemment, ça dépend de notre design, mais la plupart du temps, ce ne sera pas le cas. On va préférer tout simplement un deep copy comme ça, donc on part de la même situation initiale, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un objet alpha prime, qui va être une copie de l'objet alpha, et notre bêta prime va être une copie de l'objet bêta, mais la référence va être modifiée pour référer à alpha prime, donc on a vraiment deux trucs complètement indépendants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Le truc, c'est que le constructeur de copie pourrait théoriquement faire un ou l'autre, puis il n'y a rien qui nous garantit c'est quoi la méthode que le constructeur de copie va prendre quand on va utiliser un objet. Donc généralement, ce qu'on va faire pour un peu rassurer l'utilisateur de l'objet, c'est qu'on va lui interdire d'utiliser le constructeur de copie et on va faire plutôt une méthode clone qui, elle, fait un clone de façon profonde pour nous assurer que tout est correct. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un patron de conception, ou en anglais, vous allez souvent voir passer le terme un design pattern. Un patron de conception, ce que c'est que c'est une façon standardisée de régler un problème qui revient souvent. Quelqu'un a déjà pensé à, dans ce cas-là, voici comment on va faire ça. On va toujours faire ça de la même façon, peu importe c'est quoi nos objets. On va faire un objet qui s'assure de fonctionner de même puis de même. Et donc, si vous décidez d'implémenter un patron de conception, vous avez en main une solution déjà imaginée, déjà désignée à l'avance, que tout le monde connaît, puis que tout le monde comprend et que tout le monde s'attend à pouvoir utiliser. Donc, le patron de conception qu'on va utiliser aujourd'hui, vous allez en voir éventuellement d'autres, il y en a plein d'autres. Vous allez voir aussi souvent le terme modèle de conception, qui est en fait plus le meilleur terme, parce que patron pour pattern, c'est un peu une espèce d'anglicisme. Vous allez en voir d'autres. Celui qu'on va voir, c'est le modèle du clonage. Puis là, pour le clonage, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, je reviens avec mon exemple des notes et des bulletins. Donc, c'est un exemple que j'ai utilisé dans plein d'autres capsules, rappelez-vous. Le principe des notes et des bulletins, c'est qu'on a une classe note qui retient simplement un résultat et qui a tout ce qu'il faut pour la gérer. Et on a un bulletin qui contient un tableau de notes. Donc, c'est une composition. Et puis là, j'avais déjà mon constructeur de copie qui recevait une note originale et qui allait copier le résultat dans son propre résultat. C'est juste un entier ou un float, probablement. C'était des entiers. Donc, c'était un entier et puis donc, ça se copie automatiquement. C'est comme du genre de deep copy automatique puisqu'il n'y a pas de référence dans ces types primitifs-là. Là, ce qu'on va faire dans notre cas, c'est qu'on va transformer tout simplement le modificateur d'accès de public à protected. Donc, on veut que notre constructeur de copie ne puisse plus être utilisé par le main, en fait. C'est ce que ça dit. S'il est protected, il va pouvoir par contre être utilisé par les enfants éventuels. Si jamais un jour il y a une classe qui dérive de la note, elle pourra utiliser le constructeur de son parent parce que c'est généralement ce qu'elle va avoir besoin de faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas privé complètement. Mais comme il est protégé, il ne sera pas visible de l'extérieur. Donc, à partir du main, par exemple, si je viens voir ici, je ne pourrais pas
faire un truc de ce genre-là. Donc, mettons note n égale à new note. Puis là, entre parenthèses, je lui mets une note. Puis après ça, mettons note n2 est égal à new note et je lui passe n entre parenthèses là. À ce moment-là, ça ne fonctionnera plus parce qu'il va me dire que le constructeur de copie est inaccessible à cause de son niveau de protection. Donc, on ne peut plus copier une note à partir de maintenant avec le constructeur de copie. Ce qu'on va faire dans notre objet note, c'est qu'on va créer une méthode spécifique qui va s'appeler clone. Donc, la méthode de clonage, on va la mettre publique. On va la mettre virtuelle aussi pour qu'éventuellement un dérivé puisse la refaire à sa façon, pour pouvoir être cloné à sa façon. Elle va retourner une note et elle va s'appeler clone. Donc ça, quand on voit ça, clone, ça nous dit habituellement que s'il y a ça, c'est parce que ça va être une copie en profondeur qui va être faite. Évidemment, dans le cas de notre note, c'est toujours des copies en profondeur, il n'y a pas de référence. Mais vous allez voir pourquoi on a besoin de faire ça. C'est au niveau du bulletin que ça devient important. Mais pour que ça marche au niveau du bulletin, il faut que toutes les classes que le bulletin utilise aient aussi leur méthode de clonage. Donc, ce que va faire notre méthode, c'est qu'elle va créer et retourner du même coup une nouvelle note qui va être une copie d'elle-même. Donc, on va demander à une note de se copier, plutôt que de dire voici une nouvelle référence, je veux qu'elle soit égale à une nouvelle note copiée sur celle-ci. On va demander à la note copie-toi puis retourne-moi une copie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire retourne-moi une nouvelle note construite à partir de moi-même. Donc, moi-même, c'est this en C#. Donc, la référence this réfère à l'objet courant, l'objet qui est en train d'exécuter ce code-là. Donc, ça, on n'a pas souvent utilisé ça, mais on aurait toujours pu. On peut tout le temps, par exemple, ici, dire, mettons, this.résultat est égal à la note. T'sais, on peut toujours dire le résultat qui est à l'intérieur de l'objet courant va être égal à une note. Mais si on ne le met pas par défaut, ça marche tout le temps, ça parle tout le temps de l'objet courant. Donc, par défaut, on sait que c'est l'objet courant qui exécute ça. Mais dans le cas où on veut utiliser l'objet au grand complet lui-même comme paramètre, bien là, on n'a pas le choix d'utiliser this. Donc, on va dire, parfait, je crée une nouvelle note et je me passe moi-même au constructeur de copie que je peux utiliser parce que moi, je suis à l'intérieur de la classe en tant que méthode clone. Je suis dans la classe, donc j'ai accès à mon constructeur de copie. Le main n'y a pas accès, mais moi, j'y ai accès. Donc, j'appelle mon constructeur de copie, je crée une nouvelle copie de moi-même et lorsqu'elle est créée, je la retourne. Et là, la méthode clone nous la retourne. Ici, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va être exactement la même chose. Ça ne va pas changer le résultat obtenu. Et quand on va venir dans le main ici, ben notre résultat ici, ça ne fonctionnera toujours pas plus. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire, ça serait de dire notre n2 est égal à n.clone. Donc, on appelle la méthode clone de n. Donc, n va créer un clone d'elle-même et elle va le retourner. Puis là, on va pouvoir l'affecter à n2. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et lorsqu'on voit ça dans un objet, on sait que c'est le clonage, le modèle de conception de clonage. Et donc, on sait que ça va être toujours une copie en profondeur. Là, pour l'instant, comme je vous dis, ça ne change pas grand-chose. Mais dans le bulletin, là, on va faire l'équivalent de ça. Donc, le bulletin, lui, même chose. Il y a son constructeur de copie, en quelque part. Où est-il? Voilà. Qui est là, qu'on va mettre protégé. Donc, le constructeur de copie, lui, devient protégé. Et là, à ce moment-là, lui, il va faire une copie en profondeur, un deep copy. Donc, lui, il va dire, parfait, mon nombre de notes, c'est égal au nombre de notes de l'original. Je crée un nouveau tableau de notes basé sur cette taille-là. Et à l'intérieur du tableau de notes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appeler la méthode clone de mon objet interne. Donc, je sais que moi, je vais faire du clonage. Je vais utiliser le clonage de mon objet. Donc, mon original, point note, entre crochets i, point clone. Donc, mon constructeur de copie appelle la méthode clone de ses objets internes et donc s'assure que chaque objet interne a été cloné et que lui-même, il crée donc un nouvel objet qui est une copie profonde. Et là, après, comme on l'a mis protected, il n'est plus utilisable de l'extérieur, mais c'est pas grave parce qu'on va
faire une méthode clone qui retourne un nouveau bulletin qu'on met public et virtuel. Puis elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, de la même façon que tantôt, retourne un nouveau bulletin que tu construis à partir de toi-même. Donc là, le constructeur de copie va être appelé et l'objet lui-même va créer un clone de lui qui contient des clones de tous ses objets internes. Donc c'est pour ça qu'on va tout le temps s'assurer que tous les objets utilisés à l'intérieur de notre objet implémentent le même design pattern de clonage. Donc tout le monde utilise clone, même si dans le cas de la note, c'est pas vraiment pertinent puisque c'est pas des références, c'est juste un entier, c'est pas grave. On s'assure que quand on clone notre objet et les objets internes, on appelle clone pour eux aussi. Puis donc là, comme ça, c'est cloné à 100% sur toute la ligne. Donc voilà le principe du clonage. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. À partir de ce moment-là, mais là, à l'intérieur du programme, on va pouvoir tout simplement créer, donc là, je l'ai fait ici avec des notes, mais on va pouvoir créer des bulletins. Donc par exemple, on peut faire un bulletin qui s'appelle le relevé, qui est égal à un new bulletin, qu'on va construire à partir d'un tableau d'entier. Donc on va faire un tableau d'entier, puis on va lui mettre 3 notes, 100, 0 et 50. Oups, pardon. Voilà. Puis là, on a notre bulletin. Puis après ça, on peut créer une copie du relevé en demandant au relevé de se cloner. Tout simplement. Puis là, le relevé va être cloné. Et à ce moment-là, ce qu'on est sûr, c'est que lorsqu'on fait ça, c'est une copie profonde. Et donc, quand on va aller modifier les notes du relevé original, ça ne modifiera pas les notes de la copie et vice-versa. Donc voilà, c'est tout simplement ça, le design pattern clonage.